Alors en cybersécurité, il faut savoir que les règles du jeu, elles sont en train de changer, et radicalement. Ce bon vieux modèle, vous savez, celui de la forteresse qui protège nos réseaux, il ne tient tout simplement plus la route. Aujourd'hui, on va décortiquer une philosophie qui vient vraiment tout chambouler. Alors pour bien comprendre, mettons les deux approches face à face. Pendant des années, des décennies même, la sécurité c'était le modèle du château fort. Imaginez, des murs bien épais, des douves, et une fois que l'on était à l'intérieur, c'était bon, on était considéré comme digne de confiance. Le gros problème avec ça, c'est que si un attaquant arrivait à passer le mur, il avait la voie libre à l'intérieur, le champ était totalement ouvert. Et puis arrive le zéro trust, qui part d'un principe radicalement opposé. L'idée est simple, on ne fait confiance à personne, nulle part. Par défaut. Que l'on soit dedans ou dehors, chaque demande d'accès, absolument chaque demande, doit être vérifiée. Mais alors, pourquoi est-ce que ce modèle du château fort, qui a si bien fonctionné pendant si longtemps, est tout d'un coup complètement dépassé? C'est une bonne question. On va voir ensemble ce qui a causé l'échec de cette sécurité qu'on appelle traditionnelle. La raison principale, c'est que le périmètre de l'entreprise, cette fameuse ligne de défense, n'existe pratiquement plus. Elle s'est complètement évaporée. Pensez-y une seconde. Les gens travaillent de chez eux, les applications sont dans le cloud, on utilise nos téléphones et ordinateurs personnels pour le boulot. Du coup, cette idée d'une frontière unique et bien nette à protéger, c'est devenu complètement obsolète. Le château n'a en fait plus de murs. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. La plus grande faille de ce vieux modèle, c'est cette confiance un peu aveugle qu'on accordait à tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Une fois que le périmètre était franchi, disons avec un simple email de phishing, l'attaquant pouvait se balader tranquillement sur le réseau, sans trop de soucis, et chercher tout ce qui avait de la valeur. C'était une véritable autoroute pour les pirates. Bon, face à ce constat d'échec, il fallait une nouvelle règle. Une règle simple, mais radicale, ne faire confiance à rien. Jamais. Par défaut. Et c'est précisément là qu'intervient le fameux paradigme Zero Trust. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Si on prend la définition officielle, celle du NIST, le Zero Trust, ce n'est pas un produit qu'on achète sur une étagère, non. C'est plutôt un ensemble de concepts, une philosophie. L'idée de base, c'est d'arrêter de se focaliser sur la protection de zones du réseau pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, les données elles-mêmes et les ressources, peu importe où elles sont. Et cette phrase, elle résume tout. Le Zero Trust, ça suppose qu'on n'accorde aucune confiance implicite à quoi que ce soit juste parce que c'est au bon endroit. Pour le dire simplement, être connecté au Wi-Fi du bureau ne rend personne plus fiable que s'il était dans un café. L'emplacement, ça ne veut plus rien dire en termes de confiance. Et ça, croyez-moi, c'est une petite révolution. Bon, c'est un peu abstrait tout ça, non? Prenons une analogie que tout le monde connaît, l'aéroport. Pour aller en salle d'embarquement, tout le monde, sans aucune exception, passe par la sécurité. Carte d'embarquement, pièce d'identité, scan des bagages, et une fois qu'on est de l'autre côté, on est dans une sorte de zone de confiance. L'objectif du Zero Trust, c'est de rendre cette zone de confiance la plus petite possible. Et ce schéma l'illustre parfaitement. Regardez bien, à chaque fois que quelqu'un ou quelque chose veut accéder à une ressource, à un fichier, une application, peu importe, la demande doit obligatoirement passer par un point de contrôle. Ce checkpoint, il vérifie tout. Qui demande depuis quel appareil, est-ce que c'est bien autorisé? Et du coup, la fameuse zone de confiance, elle se réduit à la ressource elle-même. C'est tout. Il n'y a plus de grand espace sûr, juste des petites bulles de protection ultra spécifiques. Ok, on a compris le concept général. Maintenant, la question c'est comment ça marche en pratique. Le Zero Trust s'appuie sur 7 principes, 7 règles d'or si on veut, qui dictent la manière de sécuriser les choses. Première règle, absolument tout est une ressource. Une base de données, un service en ligne, un ordinateur portable, tout. Règle numéro 2, toutes les communications, sans exception, doivent être sécurisées, même entre deux ordinateurs qui sont côte à côte au bureau. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le méchant est peut-être déjà dans la place. Troisième point très important, la confiance, ça ne dure jamais. L'accès est accordé juste pour une session, une action précise, et après il faut tout redemander. Et quatrièmement, la décision de donner ou non cet accès n'est pas un simple oui ou non gravé dans le marbre. Non, c'est une décision dynamique qui change en permanence en fonction de plein de choses. Qui est la personne? Est-ce que son appareil est à jour et sécurisé? Est-ce que son comportement est normal? Et enfin, les 3 dernières règles forment une sorte de boucle d'amélioration. On surveille en permanence la santé de tous les appareils. On vérifie l'identité et les autorisations à chaque fois de manière dynamique. Et surtout, on collecte plein de données sur ce qui se passe. Le but, apprendre et améliorer les règles de sécurité en continu. C'est un système qui apprend, qui vit. Bon, à cette théorie, voyons un exemple concret pour que ce soit bien clair, pour voir ce que ça change dans la vie de tous les jours. Prenons un scénario super classique. Un employé doit ouvrir un fichier important, un rapport sensible.
Avec le Zero Trust, qu'il soit à son bureau, dans son canapé à la maison ou dans le hall d'un aéroport, ça ne change absolument rien. Le lieu n'a aucune importance. Chaque clic pour ouvrir ce fichier est traité comme une demande qui viendrait d'un endroit potentiellement dangereux. Et donc, elle doit être vérifiée, validée à chaque fois. Et c'est ça la vraie force du modèle. On a enfin une sécurité qui est la même pour tout le monde, partout. Fini de se prendre la tête avec des règles différentes pour ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. La sécurité suit la donnée et l'identité, pas l'adresse IP. C'est vraiment la fin du château fort et le début d'une protection intelligente qui voyage avec nous. Alors, au final, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette nouvelle approche? Le truc le plus important à garder en tête, c'est que le Zero Trust, ce n'est pas un produit magique. Ce n'est pas une boîte qu'on branche et hop, tout est réglé. Non, c'est un chemin, un parcours. C'est une migration qui se fait petit à petit. C'est une nouvelle philosophie qui doit vraiment infuser toute la manière dont on pense et on construit la sécurité. Et pour finir, tout ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Dans notre monde hyper connecté où tout dépend des réseaux, est-ce que la chose la plus sûre à faire, paradoxalement, ne serait pas de commencer par ne faire confiance à rien du tout? C'est en tout cas le pari audacieux que fait le Zero Trust.